Salut à toi, jeune Padawan. J'ai 15 minutes aujourd'hui pour te montrer pourquoi Solana est un mauvais investissement graphiquement, techniquement et même fondamentalement. Donc, clairement, j'ai 15 minutes pour ça et après, je vais aller au CrossFit. Donc, si je m'avance sur ces données, sur ces datas, c'est que j'ai fait mes propres recherches. Ça fait depuis depuis 4 ans que je m'intéresse à Solana. J'ai même fait son ICO. Je l'ai vendu quand il était à 50 $. Donc, j'ai fait de l'argent avec Solana, mais fondamentalement, quand je me suis vraiment intéressé aux promesses du projet et techniquement comment il va résoudre en fait le problème du trilemme de la blockchain, bah, je me suis rendu compte que il n'était pas, en fait, en tout cas, moi, je ne considère pas comme un investissement long terme. Et je tiens à le dire, c'est pas parce que je pense, c'est pas parce que ces trois euh, piliers en fait d'un investissement ne sont pas alignés que son prix ne peut pas monter. Le prix et les fondamentaux, le graphique et tout ça, ça n'a rien à voir avec le prix. Il y a énormément de spéculation sur Solana et c'est là que je veux t'emmener. C'est que considérer Solana comme un investissement long terme, pour moi, est une hérésie et il faut encore une fois que tu puisses investir en conscience et que tu puisses être tout simplement adapter, en fait, que tu puisses adapter ta stratégie en fonction des connaissances que tu vas avoir. Donc, il y a 5 points que je veux aborder avec toi et je vais te montrer ça de suite pour que tu puisses investir en conscience, notamment sur Solana. Et si tu me connais pas, moi c'est Tweety, j'investis en crypto depuis 2017, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui et la plupart n'ont plus besoin de moi pour pouvoir investir de façon rentable sur le marché et ils sont complètement autonomes. Mon slogan, c'est que c'est un accompagnement qui est designé pour que tu n'aies plus besoin de moi. Donc, au bout d'un an, même potentiellement avant, comme certaines personnes me disent, ciao Tweety, j'ai plus besoin de toi et je peux investir de façon rentable pour le reste de ma vie sur n'importe quel marché et notamment sur le marché crypto. Donc le premier critère, c'est évidemment le cash flow. Depuis que Solana existe, ben du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a déjà été rentable? Donc si vous me suivez, je suis énormément, c'est un des métriques que je regarde qui me permet également de prendre des décisions éclairées. Parce que une entreprise qui génère du cash flow est une entreprise rentable. Et une entreprise rentable est bien plus à même à attirer les investissements des institutionnels. Si tu fais le parallèle, vraiment, c'est un des critères que les institutionnels regardent. Est-ce qu'une entreprise génère du cash flow? Ça permet en fait de pouvoir investir sur du présent. Une entreprise qui génère du cash flow, c'est une entreprise qui est rentable maintenant, pas dans 10 ans. Elle a des promesses qui ont été réalisées également. Dans le domaine de la blockchain dans le domaine de la blockchain, il y a énormément de promesses qui sont faites, mais très peu arrivent à terme. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'investissements qui se basent en fait, qui investissent sur des promesses, donc qui investissent sur un futur. Et aujourd'hui, les institutionnels, du moins depuis la nuit des temps, les institutionnels investissent sur un présent, une entreprise qui génère du cash flow. Donc, le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce que ton CA, quoi, ton chiffre d'affaires, moins les charges, en fait, que tu as. Et ce qu'on a ici, tout simplement, hop, ce qu'on voit ici, bah, c'est ici les fees. Donc, les fees, c'est le CA généré par le protocole Solana. Donc, on est sur Solana. J'ai zoomé un peu, hop, je vais dézoomer. Voilà, ici on est sur Solana, blockchain de Layer 1. Et on va pas regarder août parce qu'on est aujourd'hui le 5 août. Et du coup, en juillet, il a généré donc du coup 42,3 millions. Donc il y a euh, des users, donc des utilisateurs qui ont été capables de payer 42,3 millions pour utiliser le produit qui est Solana. Derrière, en supply side fees, ça veut dire que ça, c'est les charges, en fait, du protocole. Donc, c'est 37,6 millions. Et ça va être son revenu, donc du coup, son revenu net. Voilà. Son revenu net. Enfin, non, c'est son revenu brut, en fait, au final. Ça, c'est son revenu brut sans les impôts et tout ça. Donc, c'est 4,7 millions. Donc là, on voit déjà Solana a énormément de charges.
il a énormément de charges pour pouvoir lancer sa blockchain. Et j'en reviendrai après, mais souvenez-vous bien de ça, que les charges sont presque égales au CA. OK? Donc ici, ils ont un revenu brut du coup de 4,7 millions. Et derrière ça, c'est les expenses. Donc ça, c'est vraiment les dépenses pour lesquelles Solana va investir énormément en R&D, donc recherche et développement, ce qui lui permet donc du coup de pouvoir innover. C'est une bonne chose en soi. C'est une bonne chose dans un domaine qui est la blockchain. Du coup, il faut dépenser beaucoup pour la R&D pour pouvoir du coup proposer quelque chose d'innovateur par rapport à ses concurrents. Donc ici, on a quelque chose qui est juste énorme en termes d'investissement. Donc au final, dans tout ça, ce qui nous fait donc du coup un mois de juillet à moins 390 millions. Moins 390 millions. Voilà. Ici, moins 327 millions. Et ce qu'on voit également, du coup, maintenant que vous savez lire un bilan financier, donc parce que c'est le financial statement de Solana, c'est un bilan financier. Donc, ce qu'on voit, c'est tout simplement que c'est absolument pas rentable pour eux. Aujourd'hui, comment construire une trésorerie avec moins 400 millions, moins 356 millions de cramés? Et on peut se dire, bon, ok, c'est sur l'année 2024-2025. Mais en fait, on se rend compte que c'est depuis la nuit des temps. Donc, depuis que Solana existe, et on peut remonter, depuis janvier 2021, donc Solana existe depuis, a été lancé en tout cas, je ne sais plus exactement quand, mais c'est dans ces environs-là. Et du coup, voilà, il a été rentable seulement un mois, le premier, le janvier 2021, il a gagné 10 000 balles, et tout le reste du temps, il a cramé du cash. Donc, clairement, c'est vraiment quelque chose sur lequel, les institutionnels se basent. Aujourd'hui, Solana a une promesse dans le futur. Et aujourd'hui, ne génère pas de cash flow. Parce que s'il générait du cash flow, il pourrait construire une trésorerie. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. OK. Donc ça, c'est la première chose. Solana ne génère pas de cash flow. Yes, si ça t'intéresse d'avoir le grimoire du Jedi Crypto, le lien est juste en dessous. C'est là où je référence en fait l'ensemble de mes analyses crypto. C'est totalement gratuit. Tu peux les avoir. Elles sont juste ici. Et par exemple, je te montre l'analyse de AAV que j'ai faite. Et ici, tu as les risques, les classifications, les catégories, les narratifs, le score également que je score moi-même. Aucun conseil en investissement ici, simplement de la mise en commun en fait de données qui est de valeur, des tableaux, des infographies, tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre le projet de A à Z. Et à la fin, également, je te mets mon avis pour que tu puisses avoir clairement ce que j'en pense et comment ou si je l'ai intégré dans mon portefeuille. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Let's go. Je te laisse reprendre la vidéo. Ça y est, je suis revenu du CrossFit. Au final, je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo avant. Mais donc, le deuxième, c'est un problème systémique que je pense dans son business model, qui est qu'il a besoin d'énormément de volume de transactions pour générer du cash. Donc, c'est très embêtant, en fait. Et on l'a vu ça sur énormément de business models, pas que dans les cryptos, mais dans d'autres dans d'autres secteurs, qui est notamment dans la tech. Et par exemple, le modèle de Netflix n'a pas duré longtemps, et Solana a exactement le même modèle que Netflix. Si vous connaissez pas, mais aujourd'hui, par exemple, je fais une aparté, mais aujourd'hui, Netflix est obligé de faire payer ses utilisateurs beaucoup plus cher. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, Netflix, c'était 8 balles. Même pas, c'était, bref, c'était moins de 10 balles. Aujourd'hui, c'est 20 balles, et ils tendent à augmenter encore vers 20 et 25, alors qu'on a une qualité de film qui est de moins en moins bien. Je sais pas si vous avez remarqué, sur Netflix, on a de moins en moins de bonnes, de bons films en fait qui sont sortis, et de plus en plus de films un peu pourris, quoi. Et c'est exactement le même modèle, et Solana a exactement le même modèle. Se fait financer par des gros investisseurs, crame du cash à mort pour faire de la R&D, pour se
pour se dire indispensable, en fait, pour passer numéro un en termes de volume, en termes de transactions, en termes de TVL, ce qui est absolument pas le cas pour l'instant. Mais le but est de se rendre indispensable. Et une fois qu'ils sont indispensables, ben, tac, ils font payer. Ce sont les utilisateurs qui vont payer le prix de leur de tout le cash en fait qu'ils ont cramé. Donc bref, ce qu'on a aujourd'hui en fait sur Solana, on a un market cap à 91 milliards par rapport à Ethereum qui a 500 milliards. On a des revenus annuels qui sont de 53 millions, alors que ici on a 291 millions. Jusque-là, c'est assez normal. Sauf que quand on regarde la DAA, donc Daily Active Address, donc c'est des adresses, c'est pas les users, hein, je me tiens à préciser. La différence, c'est que un user, c'est une personne comme moi. Une adresse, moi, je peux avoir 3, 4, 5 adresses. Et notamment, on va en parler après, mais sur Solana, il y a énormément d'adresses qui sont fantômes et gérées du coup par des bots. Et c'est des choses qu'on va aborder juste après. Mais donc ici, on voit qu'on a 3 millions d'adresses actives par journalière, et ici, on en a 484. Donc en soi, on a 6 fois moins d'adresses actives journalières, et on a ici 6 fois plus au final de, euh, de revenus annuels. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en soi, Solana, aujourd'hui, s'il n'a pas des adresses, s'il n'y a pas un gros volume de transactions, il ne fait pas beaucoup de revenus annuels. Et 53 millions pour cramer derrière plus de 300 millions par mois. Donc lui, il fait 53 millions de revenus annuels et il va en cramer 300 millions par mois. Donc ça, c'est assez contraignant en fait. Sur du long terme, c'est hyper contraignant. Après, Netflix, bon, ça a duré pratiquement 10 ans. Mais donc voilà, donc c'est énormément, c'est pas viable en fait sur du long terme, Solana comme ça. Donc le business model systémique, c'est assez contraignant pour l'instant. Et c'est ce qu'on voit là aujourd'hui. Donc j'ai mis quoi je suis sur Artemis, j'ai mis Solana Real Economic Value. Donc c'est le rêve, j'aime bien j'aime bien ce métrique. Et également le DAA, donc le Daily Active Address, et le revenu. Donc remarquez bien que je regarde pas le prix en fait. En soi, le prix, c'est comment on appelle, c'est un métrique retardataire. Donc mieux vous regardez les revenus et tout ce qui s'ensuit, donc les fondamentaux, et le prix se suivra en fait, suivra à la baisse ou à la hausse suivant les changements fondamentaux. Et le prix, c'est juste une représentation enfin, tardive de ce qui se passe depuis 1 an, 2 ans en fait. Donc bref, ici, on a par exemple le DAA là qui a vachement augmenté, il a stabilisé, c'est une bonne chose hein, en soi, mais derrière, regardez, les revenus de Solana sont revenus au rat et pâquerette. Donc il a généré 45 millions en un jour, c'est énorme. Hein. En soi, ça, oui, c'est énorme. Ça, c'est journalier. Donc 45 millions journaliers. Il a pratiquement fait son revenu annuel en un seul jour. Donc c'est top, mais ce sont des hypes. Ce sont des hypes. Donc, quand il n'a pas de volume de transactions, eh ben, il retourne au ras des paquettes, clairement. Et ça, c'est une très, très, très mauvaise chose. Ça veut dire que, bah, du coup, sans les hypes, il ne génère pas de cash. Et justement, il en crame. Il en crame énormément. Donc, c'est pareil là, on avait un pic en novembre 2024 avec les mêmes coins. Et on a eu un autre pic en janvier également avec les mêmes coins. Donc, ça, c'était pour les achats de mêmes coins et tout ça. Et ensuite, on a eu des grosses ventes sur les mêmes coins qui se sont passées pareil ici en mars, du coup, 2024. On a une grosse hype également sur Solana. Et, euh, et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a plus de hype sur Solana, même sur beaucoup d'écosystèmes. Et donc, du coup, ça génère pas de cash. Et ça, c'est un très, très gros problème pour Solana. Et c'est pour ça que, du coup, il est obligé de se tourner, en fait, vers des solutions qui sont pas long terme en soi. Euh, Jusque-là, j'ai jamais rien fait de long terme sur Solana. Après, bon, je suis pas l'investisseur le plus, enfin, celui qui fait de la DeFi sur Solana le plus bullish. Donc, j'en fais pas. Moi, je fais que sur Ethereum et sur Cosmos. Donc voilà, ça, c'était le deuxième point.
Le troisième point, et selon moi le plus absurde que Solana ait fait, c'est le trilemme de la blockchain. Donc, si tu connais pas, le trilemme de la blockchain, c'est le SSD, scalabilité, sécurité, décentralisation. Quand tu crées en fait une blockchain, il va falloir choisir en fait. C'est un dilemme en fait. En soi, tu ne peux pas avoir les trois en même temps. Tu es obligé de choisir deux et en délaisser un. Et le trilemme de la blockchain, certains projets disent l'avoir euh, résolu, mais c'est, selon moi, en tout cas, pratiquement impossible. Même dans la vie en général, je pense que bah, du coup, c'est un déséquilibre constant, en fait. C'est choisir entre la sécurité, la décentralisation, la scalabilité et ainsi de suite. Donc, quand tu crées une blockchain, bah, en général, les blockchains de Layer 1, qu'est-ce qu'on en attend? C'est la question qu'on se pose. Euh, une blockchain de Layer 1, on en attend qu'elle soit sécure déjà. Peu importe en fait si elle est scalable, si elle est scalable, mais on veut qu'elle soit déjà sécure. Alors peut-être que je vais revenir sur les différentes choses. La scalabilité ici, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir déployer la même énergie. En fait, non, le fait de pouvoir déployer le même effort sans dépenser plus d'énergie. Donc, par exemple, un business scalable, c'est un business un e-commerce, par exemple. Ce qui est 1000 ou 10 000 personnes sur ton site web, ben, ça ne change absolument rien. Tu n'as pas plus de choses à faire et il y aura plus de commandes, mais pas plus d'énergie à développer si tu as bien automatisé ton truc. Par contre, un business qui n'est pas scalable, par exemple, difficilement du moins scalable, c'est un restaurant. Pour scaler ton restaurant, il va falloir plus de couverts, donc plus de tables, plus de serveurs, plus de cuisiniers, et ainsi de suite. Donc, en fait, il te faut du matériel, plus de moyens matériels et humains pour scaler. Donc, c'est très compliqué, en fait, à scaler un business, un restaurant, quoi. Donc, aujourd'hui, et la décentralisation, du coup, la décentralisation, c'est le fait que bah, du coup, le pouvoir est décentralisé et qu'il n'y a pas qu'une seule personne ou enfin une minorité de personnes qui contrôlent la majorité du pouvoir sur une blockchain. Donc la gouvernance, en fait, le vote et les changements majeurs sur une blockchain. Donc euh, quand on, quand je regarde une blockchain de Layer 1, je me demande quel est son trilemme, quel est comment il a résolu, enfin pas résolu, mais comment est-ce qu'il a choisi de se placer. Donc par exemple, on va mettre comme ça, mais hop, euh, pour, euh, pour Solana, on va faire Bitcoin déjà. On va remettre un peu on va mettre en orange. Bitcoin, qu'est-ce qu'il a choisi? Bah, clairement, si on devait colorier en Bitcoin, ça ressemblerait à ça. Donc voilà, ça ressemblerait à ça. C'est donc du coup hyper sécure et décentralisé, Bitcoin. Ok? Voilà, ça ressemblerait à ça. Pour du coup Ethereum, du coup je vais prendre un bleu. Pour Ethereum, donc du coup ça va être un peu pareil, ça va être la sécurité et la décentralisation. Donc ça va être coloré un peu dans le même truc. Ça va être pareil que ça. Parce que on le sait, aujourd'hui, Ethereum n'est pas scalable. Ok. Par contre, Solana, comment on va prendre du rose, voilà. Ben, eux, ils ont choisi, donc du coup, ça. Eux, on va les colorer comme ça. Parce qu'ils ont choisi la scalabilité et la décentralisation. Ce qui, au final, bon, bref, mais la décentralisation, c'est clairement à discuter hein, sur Solana, et un peu comme celle d'Ethereum. Mais bref, on va la colorer comme ça parce que bah, tout simplement, ils ont choisi la scalabilité et la décentralisation. Et ils ont omis la sécurité, alors que sur un layer 1, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'être sécure. C'est comme si, enfin, j'ai pas trop envie d'aller dans cette partie tech parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront perdus là-dessus, mais bref, euh, j'essaie de vulgariser cette partie-là, mais en soi, un layer 1, c'est la base, c'est les fondamentaux pour créer ensuite bah, des smart contracts, des applications décentralisées et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est le squelette pour construire des choses autour. Et à partir du moment où tu as un squelette qui n'est pas
solide, bah, ça va être compliqué de construire des choses qui sont qui le sont également. Donc en fait, à Layer 1, on lui demande d'être sécure. Et c'est décentralisé en général, c'est le mieux. Comme ça, en fait, tu as une base qui est solide et ensuite tu peux scaler avec un layer 2. C'est un layer 2 qui va venir scaler ton layer 1 en fait. Comme bon, Ethereum l'a fait a posteriori, mais bah, du coup ça fonctionne plutôt bien avec Arbitrum, Optimism et bon, il y a eu quelques déboires parce qu'ils ont fait des erreurs, mais en soi ça fonctionne plutôt bien pour tout ce qui est DeFi et tout ça, ça permet de pouvoir bah, du coup construire sur le layer 2 et de scaler sur le layer 2. Pour Bitcoin, il y a également des layer 2 pour scaler, pour faire des choses en fait, bah, notamment Stacks par exemple, qui est un layer 2 de Bitcoin. Solana, ben, en soi, aujourd'hui, c'est la blockchain qui a été le plus hackée au monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sécure. Et c'est con, mais c'est la vérité. Et vous pouvez dire ce que vous voulez si vous regardez cette vidéo et que vous êtes pro Solana, mais et que vous dites ouais peut-être ça fait allez plus 20 mois, un truc comme ça, j'avais vu un truc, 20 mois qu'elle n'a pas été hackée, ouais, mais elle a été hackée. Ça part de là, elle a été hackée. La blockchain Solana a été hackée le plus de fois possible. C'est elle qui a perdu le plus d'argent, qui a fait perdre le plus d'argent à ses investisseurs. Et également, ces Layer 2, donc les surcouches qu'il y a eu dessus, se sont fait énormément hacker. Jupiter, Radium également, tout récemment encore Radium. Donc clairement, j'ai dit, c'est complètement absurde en fait. Son trilemme de la blockchain, ce que Solana a choisi, en choisissant la scalabilité et la décentralisation, ben, a omis la sécurité. Qui s'occupe de la sécurité sur Solana? Donc voilà. Donc moi j'analyse les choses telles qu'elles sont. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez et on peut débattre là-dessus. Moi, et ça fait plus de 5 ans que j'étudie les blockchains de Layer 1 et Layer 2. Je m'étais concentré là-dessus parce qu'il y avait des hypes. Là, je me concentre un peu plus sur les écosystèmes d'IA, mais en soi, ce n'est pas viable sur du long terme. Ok? Donc ça, c'était le troisième point. Et la quatrième et dernière, du coup, j'avais dit 5, mais en fait, c'était 4. La quatrième, donc du coup, c'est le follow de dev. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie, je dirais, une stratégie d'investissement qui donne en fait simplement à dire que on va suivre les développeurs. Pourquoi? Parce que bah, les développeurs, c'est eux qui pavent en fait les routes numériques, disons, et qui permettent du coup de pouvoir en fait bah, construire sur une blockchain et sur un écosystème en général. Et on observe du coup depuis, depuis un bon moment, depuis d'ailleurs 2021 où il a eu son pic, hein, que Solana, il y a énormément de développeurs qui se barrent de chez Solana. Donc qui ne construisent plus sur Solana, où ils se barrent, bah, soit chez Ethereum, soit chez Cosmos. Et du coup, très intéressant en fait de regarder également ce métrique qui est vachement sous-estimé alors que bah, du coup il y a énormément de valeur en fait à regarder parce que bah, du coup imaginons que vous êtes dans l'immobilier et que moi je tends à dire bah, voilà si vous voulez voir si une ville est en expansion, regardez le nombre de grues qu'il y a dessus. Donc les grues vont déterminer donc du coup bah, s'il y a beaucoup de construction et bah, c'est un peu pareil que les développeurs en soi. Et du coup ben, ce qu'on observe, c'est que déjà, on a le weekly core commit. Donc, en fait, les commits, c'est le nombre, en fait, de codes, de lignes de code, en fait, qui sont déposées, en fait, de façon weekly. Donc, de façon toutes les semaines. Donc, en soi, ici, on en a 1400 qui sont déposés, alors à l'époque, là, on en avait plutôt 25 000. Donc, on a eu une chute, en fait, des lignes de code qui sont créées sur Solana. Donc, ça veut dire également que, ben, du coup, il y a plus trop d'applications en fait qui sont, enfin de moins en moins du moins, de moins en moins d'applications qui sont créées sur Solana. Là, pareil, hein, clairement, on a eu un pic en 2022 et on a une grosse baisse depuis 2024. Et donc voilà, énormément de baisse là-dessus. Pareil,
Ici, ça, c'est les commits. Écosystème actif développeur. Donc ça, c'est vraiment les adresses en fait des développeurs qui sont référencés en fait sur Solana. Ben, ici, voilà, on a eu pareil un pic, enfin un pic en 2021, puis un repic en 2024, puis une descente. Donc vraiment pas très bon hein, pour Solana. Et écosystème développeur, pareil, on a ici des que des graphiques en fait en chute et par rapport au prix hein, là ce graphique il est weekly contract deployed, donc ça c'est des contrats en fait, des smart contracts qui sont déployés de façon weekly. Bon, on a un pic ici, mais regardez en l'espace de depuis juillet 2025 on a une chute énorme hein, qui on est passé du coup de 5000 à 685. Donc voilà, c'est également un métrique que je regarde et c'est très important de comprendre que s'il n'y a pas de développeurs sur une blockchain, ben, il n'y a pas il y a tout simplement pas d'écosystème en fait. Et donc du coup, très peu de nouveautés, très peu d'innovation qui va se faire et donc du coup, ben, de moins en moins de personnes qui seraient attirées pour un investissement, pour investir sur tel ou tel projet. Du coup, j'espère que vous avez aimé en fait ces différentes approches. J'essaie de vous donner en fait des approches qui sont différentes et notamment sur Solana. Encore une fois, le but étant que vous investissiez en conscience, les amis, investissez en conscience. Sachez que personne ne fera le job à votre place. J'essaye de vous donner des bonnes informations. Après, vous prenez vos propres décisions par rapport à ça. Le but de cette chaîne, c'est que vous soyez souverain financièrement, bien sûr, mais également intellectuellement, que vous puissiez prendre vos propres décisions sans avoir besoin d'attendre la confirmation, la validation de qui que ce soit d'autre que vous. OK? Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien sûr. Cette chaîne est faite pour vous, elle sera jamais monétisée, donc clairement abonnez-vous et likez cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel projet vous souhaiteriez que j'analyse et que je démonte, parce que j'aime bien démonter les projets, parce qu'aujourd'hui il y a plus de projets il y a plus de projets à démonter qu'à valoriser et c'est plutôt simple en soi à démonter les projets. Donc je mettrai également une vidéo juste ici pour que tu puisses aller voir la vidéo que j'ai faite notamment sur le cycle le cycle de vie d'une crypto qui va te permettre de comprendre comment je réfléchis également pour mes investissements long terme. Allez, ciao, ciao.